fonctionner les gens correctement, quoi, je veux dire. Ce que tout le monde devrait faire. Tu veux dire qui, tout le monde? Tous les restaurateurs. Et c'est pas le cas. Enfin, moi, il me semble pas. J'en croise peu au marché, on va dire déjà. Ils achètent où alors? Il y a, ça va, métro? Un métro? Métro. Métro. Qui est très bien pour le sel, le poivre et certaines choses dans ce style. Mais Ouais. il y a une société qui s'appelle Break France aussi, non? Ah ouais, Ouais. Tu connais bien quand même. Bah oui. Il suffit de regarder les journaux, c'est pas difficile. Et les camions, on les croise tous les jours dans les Gomortiers. Ils ont un site et on tape le prix du menu qu'on veut avoir et ils vous font le menu et on reçoit tout avec la marge qu'on veut. Pratique, c'est pas mal. C'est facile pour les restaurateurs. Ben oui, c'est très facile. Hein. C'est moins bien pour les clients. C'est pas normal quand on est restaurateur, d'acheter un produit tout fabriqué, de le chauffer et de mettre sur assiette. Il y a quelque chose qui va pas. Il reste 20% de gens sur tout le territoire qui font vraiment bien leur métier. Il faut les trouver, les 20%. La restauration française, si elle continue comme ça, elle va pas rester la première mondiale longtemps. La restauration traditionnelle est en danger. Elle ne cesse de perdre des parts de marché au profit de la restauration rapide et des chaînes franchisées. Mondialisation, uniformisation des goûts, financiarisation de l'économie, baisse de revenus de la classe moyenne, changement de mode de vie dû à la pression économique, les raisons sont multiples, les conséquences sont visibles. La restauration est devenue un service alors qu'elle était un art de vivre, une culture. C'est beaucoup plus facile pour un grand groupe qui a des achats structurés sur plusieurs affaires de pratiquer des prix beaucoup plus intéressants que nous, par exemple. Ouais. Moi, je suis un indépendant, j'achète un Rungis, je me fais livrer la marchandise tous les jours. Je ne paye pas le même prix que le groupe Flo. Les vrais restaurateurs sont donc appelés à disparaître au profit de ces groupes qui fonctionnent sur un modèle bien précis. Bas salaire, économie d'échelle, nourriture agro-industrielle, fonds de pension majoritaires dans le capital. Est-ce une fatalité, ou bien les restaurateurs seront-ils capables de retrouver le lien qui les unissait aux paysans et qui faisait de leur métier une vitrine de la France? Les gens qui veulent faire l'effort, ils sont pas si courants que ça, à mon avis. Qui veulent faire l'effort d'aller chercher les produits de qualité et de travailler des produits de qualité. Face à ces défis, le pouvoir actuel, sous influence des lobbies, a opté pour une solution à court terme. Un artifice financier contestable, car il ne règle en rien les problèmes structurels et aggrave fortement le déficit des finances publiques. Cet artifice, c'est la fameuse baisse de la TVA dans la restauration. La baisse de la TVA ne nous a pas rapporté forcément plus de monde, puisque si je regarde mes chiffres d'affaires, ils sont en baisse. En baisse parce que le contexte économique fait que les gens viennent moins au restaurant. Le restaurant est devenu un produit du luxe dans le sens propre du terme, c'est-à-dire un produit dont on n'a pas besoin. Pourtant, on a besoin de manger tous les jours. On a besoin de manger, mais vous pouvez manger chez vous. Vous nous avez montré à quel point vous étiez soucieux des deniers de l'État à l'euro près. Et il y a une mesure qui est la baisse de la TVA dans la restauration qui, en 2010, va vous coûter 3 milliards d'euros. C'est-à-dire quasiment 10% du grand emprunt, avec un résultat que tout le monde, y compris vos ministres, trouve très décevant en matière d'emploi, en matière de baisse des prix. Donc ma question, elle est simple, Monsieur le Président, face à cet échec qui est assez coûteux pour les finances publiques, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous allez faire? Mais êtes-vous sûr que c'est une question? Cette question, un restaurateur a voulu la poser au pouvoir, fort de sa légitimité de citoyen et d'entrepreneur, dont la réussite exceptionnelle confère un poids particulier à son propos. Xavier de Namur, c'est son nom, s'est donc lancé dans un combat singulier. Remettre en cause une des décisions phares du sarkozysme économique, la baisse de la TVA dans la restauration. Ce film est la chronique du voyage que nous avons fait ensemble au cœur de la République de la Malbouffe. En 2007, sur TF1, M. Sarkozy dit que pour obtenir la baisse de la TVA, que la Lettonie aurait baissé l'impôt sur la société et donc sans demander à personne et qu'on n'aurait aucun problème, on pourrait baisser l'impôt, la TVA. Ça veut dire qu'il n'y connaissait pas grand-chose ou il ment. Il y a un problème. C'était la vérité. Ben non.
Parce que Il suffit d'un pays pour que ça marche mais pas bien sûr en que non, Europe. puisque je tiens à vous rappeler quand même que l'impôt société, tous les pays d'Europe peuvent la baisser sans problème, la TVA, il faut demander l'accord Non, des autres. Vous êtes engagé dans ce combat. Non. Moi, je me suis... Pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général. Mais oui, il Pour est l'intérêt élu, il général. représente je Je ne ne sais suis combien pas de élu, restaurateurs. je suis un citoyen Ah bon, responsable. ben alors. S'il y avait plus de citoyens responsables, on n'en Lui, serait lui, pas il là. n'est pas élu du tout, il est habitant, simple Le habitant problème, de ce je- truc. Consommateur. Et quand les balcons tombent, il se débrouille de faire réparer Voilà. parce qu'il a trouvé que c'était comme ça. Voilà. Il faut être entre gens sérieux si on peut. Salut. J'essaie d'être sérieux là. Toi, tu n'y arrives pas. Salut. Soyons sérieux justement et analysons les faits. Le budget européen est assis en partie sur la TVA. Celle-ci ne peut être modifiée que par accord entre tous les membres. Seul un lobby puissant peut arriver à modifier les accords. Cela se passe entre gens sérieux, hors de portée des citoyens. Après un long travail de lobbying du club TVA animé par Jacques Borrell, et dans lequel siègent les grands groupes de restauration, l'Europe cède à la demande française. La crise est passée par là, il faut sauver le soldat Borrell, l'addition, ce sera pour plus tard. En 2006, la question a été sur la table dans les instances européennes. Le Danemark, la Suède et la Finlande étaient contre parce que la France avait du mal à atteindre les critères de convergence. En 2008, je l'ai là, vous proposiez en fait une TVA à 8% en disant que ça permettait d'équilibrer, c'était une opération neutre pour les comptes du pays. Et on arrive en 2009. En 2009, au moment où le déficit est presque abyssal, on a une TVA à 5%. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans tout ça. Oh, mais l'économie n'est pas logique. L'économie n'est pas logique. Merveilleux. Serait-elle politique? Et Jacques Borrell, converti au marxisme, nous livrerait-il un des secrets les mieux gardés du moment? Le président Sarkozy, à qui j'ai rendu visite 4 fois. Très impressionnant. Le président Sarkozy est parti d'un raisonnement simple qui était « j'ai promis 5,50, je tiendrai 5,50 ». Si c'était si étrange que ça, je vous pose la question, pourquoi Mme Merkel vient-elle de décider de faire la même chose? Ingrédient, la pensée 0% de matière grise, ou l'usage intensif du sophisme, l'Allemagne est une force, l'Allemagne baisse la TVA, si la France baisse la TVA, la France est une force. Sauf que, Monsieur le Président, l'Allemagne n'est pas la France. L'Allemagne n'a pas baissé la TVA dans la restauration, et surtout, l'Allemagne n'est pas la première destination touristique au monde. Touristes qui laissent ici beaucoup de TVA dans les caisses de l'État. On a les Belges en ce moment qui commencent à dire « ouais, on voudrait baisser la TVA sur la restauration », qui est complètement en opposition et complètement aberrant par rapport à l'Espagne, qui vient de décider de remonter la TVA dans la restauration, l'Allemagne qui l'avait baissée avant, qui l'a remontée dans la restauration. Donc, tout porte à croire qu'il y a une confusion et qui est contraire au fait qu'on ait une uniformité de la fiscalité qui permettrait de mieux répartir au niveau européen les charges, une vraie politique fiscale, une vraie politique sociale, etc. Si c'est tellement choquant de mettre la TVA à 5,5, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu dans la presse une violente campagne de communication pour dénoncer la TVA à 5,5 dans la restauration rapide? Mais pourquoi? Quoi Chez McDo, chez Burger King, la TVA était à 5,5 avant que je prenne cette décision. Oui, à emporter, pas sur place. Devrais-je considérer, au nom de quoi, qu'un restaurateur qui ne met pas de service à la personne, c'est-à-dire qui ne crée pas d'emploi pour Il n'y a pas un servir à journaliste table, pour le couper? devrait avoir une TVA à 5,5 et le petit bistrot du coin, il est normal que lui, il ait une TVA du triple. Ingrédient, un gros mensonge. La restauration rapide, avant votre réforme, Monsieur le Président, avait 2 taux de TVA. 5,5 si vous emportiez votre petit paquet et 19,6 si vous consommiez sur place. Monsieur le Président, toutes ces personnes, avant votre réforme, se voyaient poser la question par le caissier. C'est sur place ou c'est à emporter? Et en fonction de votre réponse, il appliquait un taux de TVA ou l'autre. Il n'y avait donc aucune injustice fiscale entre la restauration traditionnelle et la restauration rapide, comme vous le prétendez. Si je ne l'avais pas fait, vous auriez été un certain nombre ici, je suis sûr que vous aurez l'honnêteté de le reconnaître, à me dire pourquoi ne respectez-vous pas vos promesses de campagne. Prenons McDonald's comme exemple. Il y avait bien 2 taux de TVA, mais un prix unique pour le consommateur. McDonald's faisait donc une marge moins importante sur la consommation sur place, puisque taxé à 19,6. D'une façon globale, 47% du chiffre d'affaires de la restauration rapide se fait sur place. Donc, depuis votre décision, McDonald's est taxé de 14% en moins, 19,6 moins 5,5, sur la moitié de son chiffre d'affaires, ce qui génère plus de 200 millions d'euros de marge supplémentaire, une somme considérable. Et une drôle de façon de remédier à une soi-disant injustice fiscale.
Promesse tenue, effectivement. Je voudrais vous demander quelque chose. Monsieur Louis, est-ce que c'est normal qu'on entende que les mêmes restaurateurs qui veulent être pour la baisse de la TVA et ceux qui sont contre et qui expliquent que c'est une mesure qui est négative, on les entend pas. On va aller les voir, vous inquiétez non mais pas. je suis là, ça serait bien. Non mais c'est pas merci. Non mais parce que cette mesure ne cible pas les restaurateurs indépendants. Borrell s'était engagé, avait demandé cette TVA. Puis André Daguin avait relancé l'affaire. Jacques Chirac, il avait même menacé Jacques Chirac de dévier les voies de l'hôtellerie sur l'extrême droite. Pour autant, il n'y avait pas eu cet accord de fait. Et puis Sarkozy l'avait repris à son compte lors de la campagne. Et là, dès le mois d'avril, il avait annoncé, d'ailleurs un peu à la barbe de Bercy, que la TVA allait rentrer en application au mois de juillet. Si bien qu'il fallait trouver un texte pour tenir les délais sans qu'il y ait eu aucune concertation de fait. Je tiens à le rappeler quand même que Mme Lagarde, au mois d'avril dernier, au mois de novembre dernier, elle dit le problème quand on baisse la TVA, c'est de savoir à qui ça profite. Si ça profitait aux consommateurs, ce serait une bonne chose. Oui. Et en juillet, elle dit aux consommateurs, profitez-en. Alors elle était contre en novembre et elle est pour en juillet. C'est quand même un peu bizarre. Étrange en effet cette déclaration à l'AFP le 24 novembre 2008, puis par la suite vous voir obligé, 6 mois après, de faire le service après-vente d'une mesure aussi incertaine et coûteuse. Car en tant que ministre des Finances, vous ne pouviez ignorer les expériences de baisse de la TVA dans les services, comme celle effectuée par la Commission européenne sur les réparateurs de vélos en Hollande. Un service de proximité comme la restauration. On fait réparer son vélo à côté de chez soi ou de son travail, tout comme on mange au bistrot du coin. Eh bien, les réparateurs ont empoché la totalité de la baisse. Les prix n'ont pas bougé et ils n'ont pas embauché. Ce qui a fait dire à la Commission, la transmission dans les prix ou l'effet sur la création d'emplois dû à la baisse de la TVA est faible ou inexistante. Voilà, je repasse. Là, de nouveau moins 10 alors. Comment ? Moins 10 au premier tour, moins 10 au deuxième. Ça serait bien. Hein. Qu'est-ce que vous leur dites aux consommateurs ? Je leur dis bon appétit, pardon de vous déranger parce qu'on est en train, voilà, avec tous vos micros, vos machins. C'est pas très très agréable de déjeuner. Et je leur dis, profitez-en. Dur métier, Madame la Ministre. Ingrédient. Décider seul, ne pas écouter ses ministres. La position de Mme Lagarde, c'était 10. C'était une TVA intermédiaire. Et la position de M. Novelli, ministre du Tourisme, c'était une TVA à 9. Alors le président Sarkozy, lui, a décidé que ce serait 5,50. Et il a certainement bien fait. Surtout, éviter tout débat parlementaire conséquent. Mais alors, comment faire pour modifier la loi ? Et on a trouvé le projet de loi sur la modernisation des équipements touristiques. Projet de loi qui avait un certain nombre d'articles qui portaient notamment sur le critère hôtelier, qui portaient sur les chèques vacances, qui portaient sur la modernisation des installations, donc très en marge de la restauration, qui a été examiné en commission. Et puis vers les derniers jours, au moment de l'article 88 où on balaye les amendements, on a vu arriver entre autres un amendement du gouvernement sur la mise en place de la TVA à 5,5 pour effective au 1er juillet. Ingrédient, un amendement glissé tard le soir dans une loi fourre-tout. Après tout, ce n'est que 3 milliards de recettes annuelles en moins pour le budget de l'État. Sans aucune contrepartie. C'est-à-dire que cette TVA à 5,5 est entrée dans un joli coffret très mignon par son appellation. C'était un contrat d'avenir. Et le contrat d'avenir, il a été pris entre quelques parties, et notamment sans les principales confédérations syndicales. Donc on est bien resté entre nous. Ingrédient. Confier la réflexion, l'organisation et la communication à un cabinet de marketing qui habille le tout dans une belle formule, le contrat d'avenir. Eh bien, c'est le gouvernement, par le biais du ministère des Finances, qui nous a demandé de les accompagner, de les conseiller sur l'organisation des États généraux pour aboutir à cette fameuse journée du 28 avril, le rassemblement de cette profession et à la signature du contrat d'avenir. Et pendant 1 mois et demi, 2 mois, nous avons animé les groupes de travail avec les organisations patronales et le gouvernement sur les 3 grands volets de négociation de contrepartie de la TVA, que sont les prix,
le social et les investissements. Ingrédient, faites signer ce contrat d'avenir à des gens qui s'engagent à, sans aucune contrepartie, sanction ou vérification, pendant que ceux qui ne signent pas le contrat se font discrets et profitent. C'est quand même dans la responsabilité des restaurateurs, des uns et des autres, de baisser ou de ne pas baisser. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a passé un contrat de confiance avec eux. Et ce contrat d'avenir, il est basé sur la parole. Le président de la République a tenu sa parole. On attend des restaurateurs qui le tiennent à l'heure. Monsieur Daguin, qui était le patron des restaurateurs, s'était beaucoup engagé sur les prix, sur l'emploi, sur l'investissement. On attend qu'ils tiennent parole. C'est pour ça qu'il faut couper en trois, comme on a toujours dit, les prix, les salaires et l'investissement. Mais vous savez bien que les salaires, les gens, ils vont pas... Les salaires, les gens, ils sont pas forcés. Il n'y a aucune obligation. Vous savez, mais si, ça tu suis allé au mais il n'y a aucune obligation. Il va dire que le salaire n'est pas légal en même temps. Mais le salaire légal, il n'y a aucune obligation. Vous ne voulez pas discuter? Il n'y a aucune obligation pour les salaires. Les salaires sont libres en France, comme les prix. Comment? Grosso modo, un abaissement de TVA, si un restaurateur ne fait strictement rien de cet abaissement de TVA, ça lui amène une marge supplémentaire d'environ 13,3%. Donc ça fait une somme rondelette sur une année d'exploitation d'un petit indépendant et d'un grand groupe, mais tout est relatif. Donc, c'est un ballon d'oxygène pour tout le monde. Alors après, qui utilise ce ballon d'oxygène et à quoi? Ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais je ne peux pas croire un seul instant que ce cadeau était fait à une seule catégorie, en plus une catégorie minoritaire, même si elle a un lobbying important. Ingrédient, relativisé. Certes, les groupes structurés de restauration sont minoritaires en nombre d'entreprises, mais ils font le plus gros chiffre d'affaires. Et c'est ce qui compte. Qui adhérait au Club TVA? Les grandes chaînes. Donc c'était un objectif des grandes chaînes. Et pourquoi c'est un objectif des grandes chaînes? Parce que dans les grandes chaînes, tout est standardisé, homogénéisé. Vous n'avez pas besoin de personnel. Vous prenez les étudiants du coin de la rue, vous leur mettez des contrats à durée déterminée, sans horaire fixe. C'est-à-dire que peut-être que tu travailleras ce soir, mais peut-être que ce sera demain soir. Vous n'avez pas besoin de cuisinier, de pâtissier, vous n'avez pas besoin de personnel qualifié, puisque tout est déjà préparé et qu'on ne fait que réchauffer. Donc ces gens-là, c'est du bonheur pour eux, la baisse de la TVA, mais c'est des fortunes. Allez, on va maintenant aller chez Quick, c'est ça? Ah bah voilà, oui. Mais j'étais allée dire bonjour aux filles, là. Mais t'as bien fait? Bah oui, mais allez, que j'aille sans toi. Alors, oui, elle n'a pas changé dans la vente à emporter. Dans la vente à emporter, ça a toujours été 5,5. D'accord. Donc là, vous allez vérifier quoi alors? Ah ben, on va vérifier. Vous savez qu'on peut quand même se restaurer. Dans les chaînes, il y avait deux niveaux de TVA. Absolument. Il y avait vente à emporter et vente à consommer sur place. On apprend enfin d'un membre du gouvernement que la restauration rapide avait bien un taux de TVA à 19,6, tout comme la restauration traditionnelle. Et c'est bien pour cela que Quick a signé le fameux contrat d'avenir. On vous sent un peu gêné, Madame la Ministre. Ça, c'est les gens qui viennent ici manger, s'asseoir pour consommer. Eux étaient à 19,6, passent à 5,5. Donc vous avez tout le chiffre d'affaires à 5,5. Voilà. Ça va être plus simple aussi. Hein. Cela va être effectivement plus simple pour récupérer beaucoup d'argent. Car Quick mettra 2 ans à signer un accord salarial minimaliste, rétrocédant quelques miettes à ses salariés. Ce qui n'empêchait pas à l'époque son président de dire « Et il y a pas mal d'avancées qui vont avoir lieu dans le domaine social. On est déjà dans ce type de restauration assez en avance par rapport à d'autres formes de restauration. On peut aller plus loin. » Et l'assiette dans tout ça? Ingrédient à ne surtout pas négliger, ne pas parler de ce que l'on mange, ni de ce que cela coûte. L'assiette n'a pas été évoquée pendant ces états généraux. J'aurais tendance à dire qu'elle n'a pas été abordée parce que c'est un sujet un peu délicat à aborder. De quoi avez-vous donc parlé? On imagine mal des états généraux de l'automobile sans évoquer la voiture du futur. C'est un sujet un peu compliqué à aborder auprès du grand public aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où le métier de cuisinier devient extrêmement rare. Et ça, je dirais que c'est de notre faute, le secteur de la restauration, puisque nous n'avons pas valorisé ce métier aux yeux des jeunes pour qu'ils aient envie de venir faire la cuisine dans la restauration. Traduction en français courant, on n'a pas voulu les payer correctement. Donc, on a une pénurie de personnel très importante qui a amené tout doucement le secteur à faire appel à l'agroalimentaire. Et c'est là où on commence à toucher un sujet problématique, parce que lorsqu'on parle d'agroalimentaire, on parle d'usine, on parle d'industriel, et puis tout ça, ça a une connotation négative, alors que l'industrie agroalimentaire
française et internationale à des produits qui sont fabuleux aujourd'hui. Et c'est un sujet, pour l'instant, qu'on ne peut pas aborder avec le grand public parce qu'il y aurait une image un peu faussée de la réalité. En résumé, communiquons, mais ne parlons pas de l'essentiel, ce que vous trouvez dans votre assiette et qui s'est profondément dégradé. La situation économique était telle que le petit restaurateur du coin de la rue, il a utilisé ça comme une bouffée d'oxygène pour remettre en place sa trésorerie. Moi, je l'entends tous les jours. Ah ben, grâce à ça, je souffle. On est mieux en trésorerie. J'entends moins mon banquier au téléphone. J'ai moins de problèmes pour payer mes fournisseurs. Donc, ça a été... Et dans ce cas-là, c'est un cadeau fiscal. Et pourquoi on ferait un cadeau fiscal? Une profession qui n'est pas aux marchands de luge s'il ne neige pas cet hiver. Il y a une volonté de consolider une base électorale qui est celle de la droite la plus traditionnelle. Il y a des agriculteurs, il y a certaines classes de commerçants et de restaurateurs. On leur a fait une promesse, on la tient. Depuis que Alain Juppé a échoué piteusement en 1997 parce qu'il avait trahi en gros les médecins, la droite soigne sa base. Et aujourd'hui, on a une TVA où on fait un cadeau fiscal important dans un contexte de déficit public qu'on n'a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, sans avoir bordé le retour nécessaire. Et êtes-vous sûr que c'est une question? Parce que, dire que face à cet échec, qu'allez-vous faire? Bon, ça n'a pas une réponse fermée, hein? Non. Curieux lapsus. Ce sont les questions qui peuvent être fermées et non les réponses. En fait, c'est tout votre système qui est fermé et qui se résume à la maîtrise de la communication. Aucune voix dissidente ne peut s'exprimer. Même la presse est embarquée, embedded, littéralement, dans le même lit. Eux, ils sont dans le processus des états généraux de la restauration depuis... C'est pas vraiment improvisé, c'est ça que je voulais savoir. Non, on ne vient pas faire une enquête de terrain. D'accord. Peut-être que ça, c'est une opération qu'on fera ultérieurement et ça, ce sera le rôle de la justice. Cette enquête de terrain n'a jamais eu lieu, car après l'effet d'annonce, tout ce qu'espère le sarkozysme, c'est l'oubli. Un an après, qu'en est-il de cette fameuse baisse? Prenons Buffalo Grill par exemple. Buffalo Grill, place de la République de la Malbouffe. On traverse un jour ou pas là? McDonald's, bistrot romain, Buffalo Grill. On a quand même la totale. Le 28 juin 2009, avant la baisse de la TVA, entrecôte classique, 14,90 €. Le 14 juillet 2009, juste après la baisse, entrecôte classique, la même, 13,10 €. Enfin, un an après, le 10 octobre 2010, entrecôte classique, la même toujours, 15,10 €. En résumé, l'entrecôte a augmenté alors que c'était un produit indiqué à la baisse du fait de la TVA. La restauration de luxe, les gens, ils n'ont pas baissé les prix parce que les gens qui vont dans un restaurant de luxe... Il y a de moins en moins de monde aussi. Non, il y a du monde. Quand vous allez au Bristol... Les prix ont baissé. Ah oui? Oui. Ils ont mis la pancarte sur la porte. Alors, vous pensez bien que les gens qui vont au restaurant Fouquet's, c'est pas vraiment des gens qui sont vraiment concernés par un problème de... C'est pas forcé, c'est pas forcé. Il y a la Je suis allé au Bristol. Le Coca, il est à combien au Fouquet's? Je sais pas, je bois jamais de Coca. Je ne peux pas aller boire un Coca. Voilà, c'est comme j'étais au Bristol, l'Expresso bar, il est à 8 €. Vous voyez bien que le client qui achète un Express à 8 € au bar, il va pas, c'est pas la TVA qui va changer grand-chose pour lui, non? Donc s'il y a bien une décision que je ne regrette pas, c'est celle-là. J'espère vous l'avoir montré. Je pense que c'est pas parce que les gens ne disent rien, qui travaillent dur, qui jouent toute leur vie, leur retraite sur la valeur de leur fonds de commerce. Ils sont en général en famille. Ils comptent pas leurs heures. C'est pas parce que cette France qui travaille dur, demande rien, qu'il faut jamais penser à cette France-là. Ingrédient, trouvez les mots pour le bistrot du coin, alors que l'on sert ceux qui dînent au Fouquet's. Ce discours, ça craint, et en tout cas, c'est complètement déconnecté de toute, je dirais, de toute réalité économique, sociale, et voilà. Alors la ligne rouge, est-ce qu'elle n'a pas été traversée là? Et ça, on va refaire ça, les lettres de cela. Avec quoi on fait toute la bande là, tout ça, on va refaire. Alors Novelli, vous partez aller à la poste.
M. Novelli, il ne nous a jamais invités aux États généraux. Nous, on n'est pas comme eux, on les invite. On invite tout le monde, on est ouvert sur le monde. C'est un appel à la tenue de vrais états généraux, c'est-à-dire un endroit où tout le monde pourra se remettre à table, ce soit des salariés, les clients, les associations de consommateurs, et puis aussi pourront se mettre à table tous ceux qu'on a un peu vraiment refusés, c'est-à-dire des vrais économistes, des vrais fiscalistes. La baisse de la TVA dans la restauration a coûté 3 milliards, et si on faisait en sorte de rediscuter tout et de trouver la vraie solution, c'est-à-dire, moi, à mon avis, pour moi, les propositions que je fais, c'est de remonter tout le monde à 19,6. C'est une question de répartition, de récupération, d'ailleurs, d'abord d'une manne fiscale. On répartirait sur les salariés et tout, et puis sûrement une partie qui éviterait d'aggraver encore la dette et le déficit de la France chaque année. Les petites comme ça, c'est pour bien rondes, bien épaisses, c'est pour les sénateurs. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis on va aller voir à 18h des syndicats qui ont refusé donc de signer l'accord en juillet, qui se sont fâchés le 17 novembre dernier avec le patronat, et donc on va aller les rencontrer. Vas-y, mets-les là. Ce qu'il faut remettre en question, ce sont d'abord les états généraux qui ont été faits, la précipitation dans laquelle ça a été fait. Il n'y a pas eu dans cette histoire un vrai débat, il n'y a jamais, parce que pendant les états généraux, moi j'avais écrit à M. Sarkozy pour lui dire, d'un ton un peu sarcastique, en disant, vous savez, vous faites ça, vous avez, je peux vous garantir que les prix ne baisseront pas, je peux vous garantir, en mars, je peux vous garantir que les salaires n'augmenteront pas, je peux vous garantir ça, et je lui dis un grand merci quand même, M. Sarkozy, un grand merci, parce que finalement, effectivement, il donne du pognon principalement aux plus gros en plus. Les 2/3 du chiffre d'affaires des CHR sont réalisés par les 10 premières entreprises. Je lance d'ailleurs à ce sujet-là un appel à la tenue des vrais états généraux parce que je crois qu'on doit tout renégocier, tout rediscuter, se remettre autour des tables. Voilà, donc je suis entièrement d'accord avec cette décision de la Commission de finances du Sénat. Merci, on arrive. Bonjour. Ah, là-bas, d'accord, parfait. Rue Aristide Briand, c'est où? C'est la première à gauche, c'est ça que vous m'avez dit? Heureusement qu'il n'y a que 700 et quelques députés, parce que, honnêtement, s'il y en avait plus, ça serait vraiment lourd. Donc aujourd'hui, apparemment, la commission de finances du Sénat a demandé le retour de la TVA à 19,6. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de députés, de sénateurs qui se sont aperçus qu'il était préférable, de ramener cette TVA au bon taux et peut-être de rediscuter. Alors, à voir. Alors, le 8, on y est. Apparemment, c'est juste en face. Interpeller le pouvoir politique en France aujourd'hui, quand on est un simple citoyen, nécessite du temps, des moyens, de la patience et beaucoup d'optimisme. C'est ce qu'on appelle pudiquement la faillite des corps intermédiaires. En fait, une vraie faillite de la démocratie. Une fois votre bulletin de vote dans l'urne, vous n'avez plus guère de contrôle sur les gens chargés de vous représenter. Surtout quand l'exécutif dirige les médias dominants. Donc là, il est 5h, j'ai toujours pas de mail. Le rendez-vous avec les syndicats est difficile à caler. Il n'est pas dans notre culture sociale d'imaginer un vrai dialogue entre patrons et syndicats. Il est vrai que les positions de Xavier de Namur sont radicalement différentes du patronat de la branche, ce qui doit être assez déstabilisant. Oui, je sais, je suis au courant. C'est pour ça que je viens d'être interrogé par France Info, là, et j'ai France Inter qui vient je viens de faire une interview France Info, là. Je fais une interview France Inter et je rappelle après le 80. Voilà, terminus, gare de Lyon, donc on a rendez-vous avec les syndicats. Et alors là, je trouve que c'est drôle, parce qu'on est entouré quasiment par l'hôtel Ibis et Groupe Accor, l'hôtel Mercure, de l'autre côté, le Groupe Accor, et puis alors, ce fameux endroit où j'allais toujours, où j'adorais aller quand j'étais plus jeune, il y a une trentaine d'années, le Train Bleu, quand c'était encore indépendant, c'est-à-dire le Train Bleu avec des plafonds sublimes, c'est une brasserie incroyable. Et donc je venais là, c'était très branché de venir là à l'époque, moi j'avais 16-17 ans et on venait manger ici, un peu comme quand j'invitais ma mère au Vaudeville ou bien à la Coupole, qui étaient des endroits encore complètement indépendants. Le dernier c'était le Balzar, qui a été repris par toutes ces grandes chaînes, c'est le groupe Flo principalement, pour faire un peu la même nourriture aseptisée pareil. Et je pense que ça serait bien que tous ces groupes, ces endroits soient repris par des indépendants et qu'on fasse une vraie popote sur place. Aujourd'hui, le Train Bleu, comme pratiquement tous les restaurants et points de vente de nourriture de la gare de Lyon et de l'aéroport Charles de Gaulle II, appartiennent à Select Service Partners,
un groupe international dont le siège social est à Guernesey, un paradis fiscal. Finalement, la rencontre a bien lieu et Xavier accompagnera les syndicats lors des négociations salariales. Ça va reprendre ? Il est quand même déplorable que depuis le mois de juin où on est rentré en négociation, il ne soit pas fichu d'arriver le dernier jour avec des mesures chiffrées. Ils arrivent et on se revoit à 15h, peut-être qu'on va proposer quelque chose. Mais ils n'ont pas de chiffres encore à donner. On a encore une fois l'exemple de ce qui se passe régulièrement dans la négociation, c'est-à-dire que nous faisons des propositions et ils ne nous entendent jamais, ou que très peu. Là, cette fois-ci, on fait une proposition claire qui permet de faire en plus la synthèse de ce que souhaitent toutes les organisations syndicales et ils reviennent avec une proposition sans même nous donner les modalités de cette proposition au travers d'un texte qu'ils vont faire là sur un coin de table en 5 minutes en se disant où nous allons pouvoir dire à la presse que nous avons fait un effort. Il y a des propositions, moi je suis une tombe, tant qu'on n'a pas négocié. Bon, allons-y. Ok, bon, allons-y. Alors que les négociations salariales ont débuté au printemps dans le cadre du contrat d'avenir, les syndicats patronaux n'ont toujours pas de nouvelles propositions à formuler. Ils ont empoché la baisse de la TVA et proposent 6 centimes d'euros de l'heure aux salariés. En gros, aujourd'hui, les organisations syndicales salariées vous reprochent de présenter le même projet qu'il y a 6 mois. Ah non, on présente quelque chose au-delà du projet de juillet. Il y a des améliorations concrètes et des avancées concrètes qui sont en train d'être proposées. D'ailleurs, pour ça, il faut que je redescende. Comme quoi ? Ça reste dans la négociation pour l'instant. Nous avons annoncé aux syndicats de salariés que nous étions prêts, que nous allions proposer donc une prime qui permettra donc d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés et qui viendrait s'ajouter à toutes les propositions que nous avons faites. Une prime, c'est pas pérenne, alors que la baisse de TVA, d'après l'engagement du président, elle risque d'être pérenne. En tous les cas, la baisse de TVA, l'engagement du président, c'est l'engagement du président. Je viens de vous dire qu'un président, un gouvernement prend une décision, il la respecte et nous avons tout lieu de croire qu'il va la respecter. Mais un président différent, un gouvernement différent, peut être amené à changer la donne. Par conséquent, c'est là où on ne peut pas parler de pérennité. Comment voulez-vous qu'on puisse considérer que c'est un effort dans le sens où nous souhaitons, nous, avoir une mesure phare significative pour tous les salariés de façon pérenne? La TVA va continuer, je veux dire, tous les ans, c'est 2,5 à 3 milliards d'euros tous les ans pour les employeurs. Pourquoi les salariés, eux, de leur côté, devraient avoir une mesure stricte pour une seule année ou peut-être 2 années ou attachée au contrat d'avenir? Les syndicats patronaux ont été mis sous pression par le gouvernement qui, conscient de l'effet désastreux que l'absence de baisse de prix jette sur sa décision, veut à tout prix se prévaloir d'un accord social en contrepartie du cadeau fiscal. Cette pression fait éclater le consensus patronal qui s'arc-boute sur une augmentation de 6 centimes d'euros de l'heure et une prime en forme de pourboire limité dans le temps, alors que le cadeau fiscal, lui, menace d'être permanent. De dissension entre les syndicats patronaux, non, on est clair entre nous, il n'y a pas de problème. Bon, cette prime, on en est où là? Dont on a parlé tout l'après-midi, concrètement. Mais la prime, c'est ce qui sert à augmenter les salaires. C'est pas l'augmentation de salaire. C'était une prime en plus, une prime exceptionnelle. De combien? Non, je ne peux pas vous répondre là-dessus, ils sont en train d'en discuter. On dit que vous faites des misères à Christine Pujol pendant la négociation, vous parlez tout le temps, vous ne laissez pas parler. Ah non. Précisément, je ne parle pas. Alors, non. Ce qui est sûr, c'est que Christine Pujol est en train de s'accrocher, je ne sais pas pour quelle raison. Elle a été révoquée par une assemblée générale extraordinaire, parfaitement valable. Les syndicats se plaignent parce qu'il y a beaucoup de tensions dans la délégation patronale de l'UMI en particulier, c'est pénible. Non, ce qui est pénible, c'est la CGT, comme d'habitude, mais nous, on n'est pas du tout en tension. Non, ça va, ça marche. Allez, à tout à l'heure. En fait, c'est le principal syndicat patronal, l'UMI, dont M. Daguin était l'ancien président, qui explose en plein vol. Sa présidente actuelle, Mme Pujol, a été victime d'une tentative de putsch que la justice doit trancher. En attendant, elle est toujours présidente, à la fureur des intrigants. Que se cache-t-il derrière ces manœuvres qui perturbent gravement les négociations? Sûrement une histoire de gros sous.
Bien sûr que je reste à la tête de l'Uni. Pour le moment, je suis la seule représentante qui a le droit de signer. C'est faux. Donc c'est vous qui signerez si un accord est signé? Non, mais je pense que pour que des choses... Monsieur, qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, mais Parce qu'en fait, attendez juste que madame réponde à la question qu'on lui a posée, s'il vous C'est plaît. pas à vous qu'on parle. Est-ce que c'est vous, donc, madame, qui signerez si un accord est signé aujourd'hui? Écoutez, je ne sais, je pense que ce soir, ce ne serait pas une bonne chose que l'UMI signe. Mais nous, on n'a rien contre Madame Pujol en tant que personne, mais elle n'est plus présidente de l'UMI. C'est tout, il faut bien vous le dire, c'est tout. Mais pour quelle raison? Mais nos raisons, attendez monsieur, nos raisons sont internes. Si c'est pas contre sa personne. Mais... Excusez-nous, mais ça est devenu largement externe puisque vous vous engueulez devant les caméras. Ah non, on ne s'engueule pas. Il ne faut pas prendre la place des gens qui sont élus normalement. Alors ne faites pas le méchant. Et on va. Mais sinon vous constatez, Et ce que vous pouvez constater, monsieur, c'est simplement l'intrusion. Vous constatez l'intrusion d'une personne qui n'est plus à sa place. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je tenais à répondre à ce qu'elle disait. Elle voulait trop lâcher dans les négociations. Écoutez, ça concerne le syndicat. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un système qui s'appelle un syndicat associé, qui est dans l'UMIH, qui n'est pas une branche, qui s'appelle le GNC, qui s'appelle le Groupement National des Chaînes, qui regroupe les grandes chaînes hôtelières françaises, dont des groupes comme Louvre-Hôtel ou le groupe Accor. Le groupe Accor est majoritaire à l'intérieur du Groupement National des Chaînes. C'est un phénomène avéré. Donc, quelle a été la stratégie d'Accor? La stratégie d'Accor a été de mêler le GNC à l'intérieur de l'UMIH et d'en prendre indirectement le contrôle avec des présidents à la fois du GNC et à la fois de l'UMIH qui s'entendaient bien. Là où il y a une perversion, et je reviens à votre question sur le système, c'est que vous avez d'un côté des grands groupes qui fonctionnent entre autres avec des fonds de pension, parce qu'il ne faut pas non plus les diaboliser, il y a des fonds de pension dans leur système économique, et on voudrait les faire cohabiter avec un syndicat qui regroupe des entreprises qui sont des entreprises patrimoniales, c'est-à-dire que c'est l'argent du patron qui est engagé. Donc comment voulez-vous qu'à l'intérieur d'un même groupe, tout ceci fonctionne très longtemps? Quand vous êtes lié à des fonds de pension et à des fonds d'investissement, ce qui est donc le cas des grands groupes hôteliers, sur un marché qui est à peu près stable, si vous avez une progression de vos charges pour une raison ou pour une autre, vous écrivez noir sur blanc qu'il y aura une diminution très forte des bénéfices pour l'actionnaire. C'est ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Dans un marché arrivé à maturité, la seule façon de garantir l'accroissement du capital, c'est de baisser les salaires ou la qualité de la marchandise, ou encore d'aller ailleurs, là où le travail est moins cher, ce que la télévision appelle délocalisation. C'est pour cela qu'au pays de la gastronomie, il y aura de plus en plus de fast-food, de moins en moins de Renault et de plus en plus de Dacia. Par contre, pour le petit entrepreneur propriétaire de son capital, fidéliser son chef de cuisine, la valeur ajoutée de son entreprise, est absolument fondamental. C'est pour cela qu'il est d'accord pour le payer beaucoup plus cher. C'est l'heure du choix pour la restauration traditionnelle. Payer ses salariés et faire de la vraie cuisine, ou imiter les groupes et réchauffer au micro-ondes derrière le comptoir, ce qui peut venir de n'importe où sur la planète où le paysan est moins cher. Tire la cravate. Oh là, c'est pas bon, Mélanie, quand tu retires la cravate. Bon, hein, Denis, attention, Denis Raguet a enlevé sa cravate. C'est le ring. C'est un message fort envoyé à toute une profession. On va parler en Wolof maintenant. Ça sera mieux. Non, mais c'est bien de parler avec le Wolof. Ça, vous comprendrez rien, nous, on se comprendra mieux. Patience, calme, sérénité, sourire. 2 minutes, merci. C'est pas inadmissible, ça. On est quand même à une enveloppe qui dépasse le milliard. Alors c'est pas neutre, on peut pas distribuer l'argent des professionnels à tour de bras comme ça. Par contre, recevoir 3 milliards d'argent public ne semble pas poser problème. Les négociations s'éternisent et donnent une bonne idée de la compréhension par le patronat des contraintes du contrat d'avenir.
Il faudra quand même un moment dans ce pays qu'on ait des règles de déontologie et que Sarkozy en avait parlé d'ailleurs à l'époque sans jamais le faire, qu'on parle de conditionnalité des aides publiques avec une attitude qui respecte les normes sociales, les normes environnementales, toutes les normes les plus élémentaires. Je crois qu'il faut qu'on le crie haut et fort. Ce dossier restauration, c'est un vrai scandale et on assume pleinement cette opposition. Il faut du courage dans la vie, et ben on en fera preuve. Les négociations piétinent. Les salariés attendent toujours de toucher les dividendes de la baisse de la TVA. Pour Xavier de Namur, le combat passe maintenant par l'élaboration d'un projet global autour d'une profession qui pèse lourd dans l'économie et la santé du pays. Ce projet, ce sont les vrais états généraux de la restauration qui partent du constat de l'échec du gouvernement. Tout le monde s'est aperçu qu'on n'avait pas traité, au fond, les vrais problèmes de la restauration et aussi tout ce qu'il y a autour de la restauration. L'agriculture, la santé, je dirais aussi à l'intérieur même le social. Donc voilà, l'idée c'était de faire des vrais états généraux et ensemble de travailler à un projet global. Parlons un peu de la restauration dans ce pays. Elle représente aujourd'hui 170 000 entreprises qui occupent 750 000 personnes. C'est quand même un des gros secteurs de notre économie, à peu près 3% du PIB. Et par exemple, il faut le savoir, 22% de la consommation alimentaire des Français se fait par ce canal. Et ce pourcentage va croissant. L'alimentation, c'est pas à vous que je vais pouvoir le répéter, vous le savez mieux que moi, c'est aussi une histoire culturelle. Et si, dans la culture actuelle, on ne parle que de prix et qu'on continue de favoriser cette malbouffe, c'est même pas la peine d'essayer de diminuer, me semble-t-il, les méfaits de l'obésité. Et en étant gardien d'une qualité de la nourriture, d'une convivialité, d'une exemplarité, il y a une œuvre de santé publique que les restaurateurs français peuvent offrir à tout le peuple français. Je pense que le restaurateur doit être le premier agent de santé publique en France. C'est la base. Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Et c'est le challenge. On ne peut plus manger sans conscience. On ne peut pas laisser le champ libre à l'industrie agroalimentaire, au McDo, manger n'importe quoi. Donc il faut se réapproprier le bon sens alimentaire. Et en plus, on a une culture formidable qui, normalement, devrait rayonner au niveau de la gastronomie, etc., qu'on est en train de perdre. Ça vous gêne pas d'avoir l'image de la personne qui a amené la restauration rapide, la malbouffe en France? Et pourquoi vous appelez ça la malbouffe? Vous n'avez pas le droit? C'est ce qu'on dit. Mais on le dit, mais vous avez tort. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Savez-vous ce que c'est qu'un hamburger? Pourquoi ça existe, le hamburger? Parce que c'est un sous-produit du travail des femmes. Ah! Mais encore. Je vous rappelle que dans un bœuf, 60% du bœuf, ce sont des morceaux qu'il faut cuire pendant 3 heures ou pendant 4 heures, sinon ils sont durs comme cette table. Ou alors il faut la hacher. Et il n'y a que 40% du bœuf, quelquefois même, si vous avez affaire à une vieille vache qui a fait 8 veaux, c'est plutôt seulement 30% qui vont vous faire des beefsteaks et qui vont vous faire de la viande à faire des rôtis. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas parce que les femmes travaillent que le Père éternel va changer la contexture du bœuf. Ça, c'est pas vrai. Hein? Le bœuf, il restera dans 50 ans ce qu'il est aujourd'hui. À partir du moment où les femmes travaillent, elles n'ont plus les 3 heures de temps pour cuire cette viande. Alors qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez l'acheter? Sûrement pas. Vous allez la hacher. Alors c'est facile de dire la malbouffe, ça plaît au bon peuple, on peut agiter les foules, on peut... des histoires de concierge, tout ça. Ce n'est pas vrai. C'est loin de la vérité. La vérité, c'est que le monde moderne est un monde plus sain, est un monde dans lequel les dates de péremption sont respectées, dans lequel la chaîne du froid est respectée, dans lequel la santé du consommateur est respectée. Vous voyagez aux États-Unis? Oui. Vous voyez comment est la population? Oui. Il y a quand même un problème d'obésité, non? Qui est indéniable. Mais vous n'avez pas à mettre le problème de l'obésité sur la charge des restaurants? Sûrement pas. Alors, si vous voulez la mettre, vous pouvez la mettre qu'en partie. C'est une question de culture.
L'absence de mastication fait l'obèse. Et donc, toute cette restauration industrialisée, de plus en plus, on est habitué à ne plus mâcher, à ce que ce soit pré-mâché et directement absorbé. Et il y a une extraordinaire étude faite sur le python et la viande qui montre avec 4 pythons différents qu'on nourrit soit avec de la viande crue sur l'os, soit de la viande hachée crue, soit de la viande coupée et cuite, soit de la viande hachée cuite. Et on les nourrit qu'avec cette viande-là. Eh bien, les 3 qui mangent non hachée cuit restent de poids normal. Le python qui mange donc la même quantité de viande, mais hachée et cuite, devient obèse. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que ce soit déjà pré-mâché et déjà cuit augmente l'absorption intestinale et donc augmente l'absorption de calories. Donc, indépendamment du produit frais ou non qui est utilisé dans la restauration industrialisée, il y a l'habitude de plus en plus d'oublier de mâcher. On gobe des choses qui sont déjà digérées. Darwin nous dit qu'il y a toujours des évolutions génétiques en fonction de l'environnement. Mais là, elle tarde à venir parce que l'environnement s'est tellement modifié rapidement que notre évolution génétique n'a pas eu le temps de se faire, de s'adapter à ce nouvel environnement diététique. Donc en fait, plutôt que ça, il faut penser que l'humanité est de deuxième phase. C'est plus de préserver sa santé en quantité, mais c'est d'avoir de la qualité de santé, d'éviter les maladies. Donc il faut reconsidérer tout notre mode de conservation des aliments. Est-ce que le client, lui, s'attend à avoir ça dans son assiette ou attend à avoir un vrai confit de canard quand il va au restaurant? Parce que je crois que la plupart du temps, dans les restaurants, ce qu'on leur sert, c'est quand même des boîtes. Maintenant, on va rentrer dans la cuisine. Pierrot, le chef, il va nous faire ça. Il ne connaît pas ça, des boîtes. C'est la première fois en 20 ans. Il va découvrir. Salut Pierrot. Ça va être la première fois qu'il découvre les boîtes. Et il va nous les ouvrir et il va nous les cuire. Donc voilà, je vais rentrer exceptionnellement dans la cuisine. Hein, Pierrot? Ça, c'est la boîte que j'ai prise à la ville de Rodez. La ville de Rodez. Ça, tu as des confits sous vide. On va tester ça. Quand on va au restaurant, quoi, si c'est pour manger de la boîte, autant le faire à la maison, quoi. Là, déjà, c'est le même problème que l'autre boîte. Vous voyez, quoi, voilà. Sans forcer, quoi. Quand vous avez un os qui reste décroché comme ça, c'est que c'est de la boîte. Vous allez dans n'importe quel restaurant, quand vous prenez ça, déjà, ça c'est... Et vous vous rendez compte, on vous met ça dans l'assiette. Il y a quoi à manger? Il y a 50 grammes déjà. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Confit de canard. Confit de canard, ça non, pas la même. C'est parce que je l'ai ouvert à l'envers, la boîte. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand c'est très mal égoutté, vous avez énormément d'eau qui reste. Elle prend le goût de la flotte, c'est pas qu'elle va pas moisir vu que c'est de la boîte, elle a été stérilisée, mais elle prend un goût dégueulasse. Pourquoi la gélatine, c'est quoi? C'est de l'eau aussi. Ah, c'est de l'eau en fait. Ouais. C'est de l'eau, et là les confits sont même plus dans la graisse. Pourquoi? Parce que souvent dans les trucs comme ça, les graisses elles resservent plusieurs fois. Quand on retrouve tout ça d'eau à l'intérieur, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait servi plusieurs fois. Parce que là, il y a énormément d'eau. Il y a presque, si on prend le volume, il y a tout ça d'eau. Ça équivaut à un bon 25% là. Ah, déjà, bon, que ça se détache, c'est déjà un fait, mais en plus c'est trop cuit. Confit de canard, c'est de la boîte. Si c'est pas de la boîte, on va le voir, c'est cuisse de canard confite. C'est différent. Troisième boîte, toujours le même problème d'eau. Énormément d'eau. Ça veut dire que la graisse n'est pas sa première cuisson, de toute façon on le voit. Parce que là, on une voit graisse qui est bien blanche. Une graisse bien blanche ici, et une première graisse cuisson. qui est de plus en plus. Et les graisses jaunes. Pour moi, quoi. Je pense que cette graisse elle cuit plusieurs trucs, et vu la quantité d'eau qui est à l'intérieur, quoi. Allez, on y va. C'est beaucoup trop cuit toujours. Là, s'il faut y aller, là c'est encore plus. Oui, mais est-ce que les gens ils veulent pas quelque chose de tout mou? Ouais, là, toi, c'est vraiment très mou là. Parce que là, on est dans du sous-vide. Hein, c'est ça, Pierrot? Il y a beaucoup d'eau aussi, là, c'est de la gelée, c'est de l'eau en fait, c'est pas de la graisse. Hein. Non, c'est de l'eau. Tout ça, c'est de l'eau. Hein. Alors pourquoi ils mettent autant d'eau? C'est peut-être au poids. Alors là, les cuisses, elles sont l'air mieux, non? Ou pas en sous-vide? Elles ressemblent, elles ont l'air d'être plus grosses. Sous-vide, c'est déjà, vous voyez, ça. Fais voir un peu la tête. Ça reste plus accroché à l'os. Même si elle me paraît toujours trop petite, sont nettement mieux que ces 3 en boîte. Au premier abord, quoi. Ça me paraît mieux. Alors là, il n'y a pas d'eau là, il n'y a que de la graisse. C'est une cuisson. Là, effectivement, on voit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de liquide du tout. D'accord. Ça donne ça. Et la couleur? Ouais, la couleur est différente. Ouais. Comment obtient-on ce produit? Eh bien, c'est du temps et du travail, de la main-d'œuvre et du savoir-faire. C'est un choix, presque un choix de société. Privilégier la qualité, rémunérer le travail, reconnaître sa vraie valeur. Les libéraux, chantres de la financiarisation, n'ont que le mot travail à la bouche, mais en fait, ils en détruisent la valeur.
Donc c'était vraiment une discussion de café du commerce qui nous emmenait très loin sur un changement de régime. Pour Un changement de régime. Communiste. C'est carrément ça, c'est vraiment l'idée du changement de régime. Dans le changement de domaine, rien que dans régime, on peut entendre différents. C'est pas par hasard. Bien que savoir sous quel régime nous sommes déjà. L'inconscient, il est jamais loin. Tout est fait pour simplifier un petit peu l'existence du client potentiel, mais avec une nourriture qui s'éloigne complètement de ce qu'elle était à l'origine. C'est-à-dire qu'on mange quelque chose, mais qui ne doit pas éveiller en nous l'origine de ce que c'était. Il y a une industrialisation qui est poussée au maximum et qui est reproductible à souhait. C'est-à-dire que le hachis, on peut le racheter la semaine d'après chez Picard, etc. Ça sera le même hachis avec le même goût. Donc on formate le goût également. Vous voyez ? Et alors, les pouvoirs publics, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose ? Bon, évidemment, ils sont assujettis quand même à l'agroalimentaire, qui est quand même la première force économique française. Il faut se le rappeler. Vous voyez, le premier programme national nutrition santé, c'était diminuer le sel de 5% par an pendant 5 ans. 25% de diminution du sel. Je peux vous dire que ça n'a jamais été appliqué. Parce qu'on sait tous que le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc, et ça leur permet en plus d'alourdir la charge du produit, vous savez, parce que ça retient l'eau, donc ça fait que le produit est plus lourd. On voit bien que les décisions qui sont prises ne sont pas encore appliquées, c'est-à-dire que l'agroalimentaire freine. Les Français ne demanderont des comptes à l'agroalimentaire que si l'espérance de vie tend à régresser. Mais les maladies, pour eux, c'est vague. Spontanément, l'âme humaine va là où il y a le profit. Donc, tout le monde y trouve son compte. L'industriel qui vend plus, le restaurateur qui travaille moins, et le client qui paye moins cher, éventuellement. Donc, tout va dans le mauvais sens ou dans le bon sens. S'il n'y a pas une loi pour faire barrage et montrer l'exemple. Mais en même temps, à terme, ça coûtera plus cher à tout le monde. Oui, mais ça, c'est invisible. C'est tellement lointain que tout le monde s'en fout. Pourtant, alors c'est tellement lointain. La vision globale, non, mais les visions globales, elles n'existent pas, malheureusement, dans nos sociétés. Chacun voit l'immédiateté des choses. Et donc, une vision globale sur la santé publique, ce serait fantastique. Mais ça ne peut pas arriver sans une loi. Framboise bio. Et puis ça, c'est quoi, là ? Alors ça, c'est citron menthe fraîche. Et l'autre, là, c'est basilic et quoi Fraise basilic. Ah oui, et un petit bout de fraise basilic aussi. Donc là, on a mis un petit assortiment des pâtisseries restaurants traditionnels, avec les petits parfums pour l'été, les fruits rouges, le citron, les chocolats. Bon, le but, c'est de donner un peu d'envie de saveur pour l'été, avec des parfums comme là, la petite tartelette figue. Ça, c'est des trucs qui sont faits que pour les restaurants et que pour l'été. Ça, c'est le moelleux, ça. Ouais, c'est ça. Coulant à froid en pistache. Super. Ah, c'est un coulant à froid. Ouais, pas besoin de le faire chauffer. Donc là, on ne chauffe pas, ça arrive comme ça. Ouais. Tous les produits mondiaux vont être transformés, par exemple à l'usine de Rochepordin en Bretagne, à base de produits frais. C'est vendu en barquettes de 2,5 kg, 2,1 kg sur des grandes barquettes blanches avec un couvercle plastique. Et les concombres à la crème, ça se vend comme ça directement ou pas? Oui, c'est vendu tel quel. Ça, quand même, les restaurateurs, ils peuvent les faire eux-mêmes, quand même, les concombres à la crème. Et le temps que le mec se fait des concombres un par un à la mandoline, mais pendant ce temps-là, il ne fait pas une pâtisserie maison. Le restaurateur, entre guillemets, on peut tout faire. Il peut aussi aller chercher sa volaille, la couper. Oui, peut-être pas jusque-là quand même, faut pas exagérer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout dépend de la priorité qu'il va donner à un moment donné ou un autre en cuisine. Ah, d'accord. Après, ça ne veut pas dire, parce que c'est industriel, que c'est pré-fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais. Là, par exemple, céleri remoulade, j'ai mis des morceaux de pommes. Alors, c'est un peu de prix de chaud depuis ce matin, mais pour morceaux de pommes et raisins. Alors, oui, j'ai un produit industriel à la base, mais c'est un produit frais. Le céleri de sauce rémoulade, c'est une grande cuisine. On fait ça dans une usine, c'est une cuisine. On le propose aux restaurateurs comme aux collectivités en barquette de 2,5 kg, 2,3 kg. Et puis après, la personne peut mettre des pommes, du raisin, mais voilà, elle se l'approprie. La carotte, j'ai rajouté du gruyère et puis des jambons. C'est une question de créativité, comme pour tout. C'est la créativité qui va valoriser ça. Produit élaboré, c'est ça, par exemple. Produit élaboré, c'est ça. C'est tout ce qui sort du produit brut. Fruits et légumes, c'est tout ce qui est travaillé. D'accord. Enfin, moi je travaille principalement au frais, donc ça je vais pas faire. C'est que du frais chez nous. Non mais ça c'est pas du frais, enfin je veux dire c'est du frais. C'est que du frais. Ça c'est du frais. C'est que du frais. C'est que du produit frais. C'est du produit frais mais travaillé d'ailleurs. Alors. C'est que du produit frais travaillé. Ah d'accord. Et là par rapport nous à de la patate fraîche, c'est plus. Vous, la pomme de terre fraîche, vous allez cuire ça, vous allez prendre la même pomme de terre. Déjà, vous n'allez pas avoir le même calibrage. Vous allez mettre ça au four, vous allez en avoir pour 1 heure. Ouais, 1 heure. 1h15. Ouais, alors que là, j'en ai pour 15 minutes. 15 minutes. Et je cuis ma viande en même temps. Ça, c'est brut, ça, ouais, d'accord. Là, vous maîtrisez un coût portion. Combien je vais gagner d'argent?
là, je résous votre problème. C'est-à-dire, je vous retire un problème de moins de tous ceux que vous avez. Vous avez peut-être 15 problèmes à traiter tous les jours. Si vous m'achetez ça, vous en avez un en moins. C'est-à-dire que là, mon chef, il a juste à mettre... Il a rien à faire. 6 châteaux filets. Vous savez que vous les payez tant, peut-être trop cher. Ils allaient m'engueuler parce que Vincent, c'est trop cher. Sauf que ça, vous en rentrez 6, vous en vendez 6. Et vous savez combien ça vous coûte. Ça, vous le saurez jamais. Non pas que mais pourtant, vous le vendez, ça. Bien sûr. Non pas que vous ne savez pas le faire. C'est que ça, c'est mon métier. Oui, mais mon chef, il peut couper un bout de viande quand même. Bien sûr. Sauf que là-dessus, il y a 30% de ratio d'épluchage. Ouais, d'accord. Il y a un coût de main-d'œuvre à intégrer que c'est vous qui payez par rapport à votre ils sont là pour payer, ils sont là pour bosser quand même. Moi, je suis boucher, vous êtes restaurateur. Je ne sais pas faire votre métier. J'ai pas la prétention de ça. D'accord. Non, mais moi, je suis pas boucher, c'est clair. Ah, mais je respecte. Je respecte votre métier. C'est vrai. Là, je vous apporte un produit fini, prêt à cuire. Voilà. Attendez, si vous voulez m'acheter ça, monsieur, je veux très bien. L'information tue. Les gens l'interprètent mal, quoi. C'est pas leur métier. Et c'est pas que je veux leur cacher des choses. C'est qu'ils sont là pour avoir du plaisir. Donnez-les leur plaisir. Ne leur dites pas comment c'est fait. Mais ça veut dire, moi j'en sais rien. Faut pas leur dire comment c'est fait. Donnez-leur du bonheur, du plaisir. Faites-les rêver. Dites pas, je dis n'importe quoi. Ça vient d'Argentine, peu importe. Moi je m'en rends compte, elle est bonne. Elle est bonne. Régale-toi. Regarde comment elle est tendre. Peu importe d'où elle vient, t'inquiète pas, c'est une vache, une 4 pattes, une tête et une queue dans un champ, ça balade. Il y a une mouche, elle bouge la queue, machin. Un temps fou. Régale-toi. Prends du plaisir. Prends du plaisir à manger. Pose-toi pas de questions de savoir d'où elle vient. Prends du plaisir. Elle est bonne dans l'entrecôte, oui, bah viens me voir. Et donne-moi ton billet avec argent. On est là pour faire du business, mais honnêtement. On se connaît pas, j'ai peut-être été direct dans les chevaux. Non. Vous voulez être rassuré? Demain, concrètement, vous travaillez sur vous avez des brasseries, je crois savoir, des établissements en brasserie. Vous voulez un tartare bio? Tartare bio. Bio. Tartare viande hachée bio. Bio. Vous vendez du bio à vos clients. Vous les faites rêver. C'est-à-dire que la viande bio. Label bio, AB bio. Pas de triche, bio. C'est-à-dire que la viande, elle a mangé que de la luzerne bio ou que de l'herbe bio. Enfin, de l'herbe bio, c'est difficile. Ouais, voilà, enfin, la luzerne. Bio. Vous voulez bio. Je vous fais rêver avec du bio. En fait, à 50 centimes près, excusez-moi, 17,50 €. D'accord. C'est du quoi, du rondjit? Non, je vous fais du haché. Du haché tout de suite. Du haché 5% matière grasse, 120 grammes. Mais c'est du haché déjà préparé? Déjà tout fait, moi j'ai une machine à tartare. Non, pas besoin là. J'ai acheté une machine à tartare réfrigérée qui m'a coûté 5 000 €. Vous n'aurez pas dû l'acheter. Parce que vous auriez dû faire confiance à des professionnels, parce que nous on fait la viande déjà achetée. Pourquoi vous avez foutu 5 000 € là-dedans? Moi, je vois ce que j'ai dans mon assiette. Je vois pas ce qu'il y a derrière. Et donc, si effectivement derrière tout est trafiqué et que simplement c'est l'aspect esthétique de l'assiette que l'on va chercher à avoir, moi, je me fais rouler comme consommateur. Moi, j'ai a priori confiance et je pense que si je reçois dans une assiette un plat et des produits, j'imagine que ce sont des produits frais. J'espère, parce que c'est le métier du restaurateur, ce que j'ai pas le temps de faire chez moi. J'estime que le restaurateur, dont c'est le métier 24 heures sur 24, doit avoir le temps. Il doit prendre le temps. C'est même sa mission et c'est la relation de confiance que j'ai avec lui. Sinon, si c'est pour ouvrir des boîtes ou des sachets sous vide, je peux le faire. Donc il y a je paye la plus-value du plat, c'est le temps que j'ai pas. Et je vais au restaurant parce que quelqu'un a le temps pour moi. Et donc s'il y a une trahison sur ce plan-là, la confiance est rompue. Comment retrouver ce lien qui unissait paysans et restaurateurs et qui a produit au cours des siècles la gastronomie française? Brillat-Savarin, son créateur, n'a fait que répertorier les produits du terroir et en dresser avec ses mots d'épicurien la liste. Brillat-Savarin était un lettré, un membre de la première assemblée constituante, un républicain. Aujourd'hui, revendiquer son héritage, c'est réinventer le circuit court. Le légume, quelque part, il est fabriqué par l'être humain. C'est très important à comprendre. Mais c'est bien l'être humain qui le fabrique, en fait. Si vous ne mettez pas votre pâte, quelque part, vous n'aurez rien en plat. Là, vous vendez, je dirais, un peu des paniers, un peu comme une AMAP. Mais quelle est la difficulté pour travailler avec des restaurants directement? Comment est-ce qu'il y en a beaucoup avec qui vous travaillez? Comment ou Valérie, comment? Valérie, plutôt. Là, actuellement, on travaille uniquement avec 2 restaurants. Parce qu'il y a un problème notamment d'entre guillemets de normes, donc il faut que tous les légumes soient lavés et nous c'est pas trop notre logique, il reste toujours un peu de terre sur nos légumes, parce que la terre ça permet de la conservation des légumes. Les produits chimiques qui se voient pas, ils sont à l'intérieur du légume,
Donc après, on peut les laver 3 fois. Le produit chimique, on ne le voit pas. Les légumes sont propres. Voilà, on se dit, ça y est, il est propre. Que nous, on n'a pas de produits chimiques, effectivement, mais la terre, pour la plupart des personnes, la terre, c'est sale. Or, nous, c'est pas du tout sale. Pour nous, c'est notre lieu de vie, quoi. Et après, les restaurateurs ont du mal à établir une carte en fonction de la saisonnalité des légumes. Donc, il faut que ce soit des restaurateurs qui connaissent un peu les saisons pour faire une carte vraiment typiquement printemps, typiquement estivale, etc. Je pense que les pouvoirs publics voudraient bien passer en bio, mais ils font des grandes annonces comme quoi il faut que dans les cantines il y ait du bio, mais bon, après, il n'y a plus rien derrière. Donc c'est vrai que c'est médiatique, mais il faut qu'il y ait une suite, donner un peu de moyens à des jeunes agriculteurs, par exemple, de se lancer en bio, parce que c'est pas évident, c'est beaucoup d'investissement. Enfin, ça n'a aucun sens de distribuer de l'argent comme ça public. Ce qui compte, c'est de pouvoir vivre de son propre travail. La solution, c'est faire du panier, contacter des restaurants, contacter des communes, etc., voir si on peut fournir juste un collège. Mais il y a des solutions. Il y a 600 000 à peu près exploitations agricoles. Si ne serait-ce que 100 000 font comme ça va créer un tissu social qui sera intéressant. C'est d'abord Yves qui prend le lait et après la laiterie prend le reste. C'est un privé, nous, Lactalis, c'est un privé. Ça les énerve qu'on achète en direct. Alors que vous gagnez beaucoup plus. On gagne plus, oui, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai qu'on est vachement content de savoir où va notre lait, quoi. Lactalis, Lactalis, c'est du lait de mélange, quoi, après. Ouais. C'est vrai que nous, là, on sait qu'ils vendent sur Paris, qu'ils vendent à des restaurateurs, et c'est vrai que c'est super, quoi. Et c'est quoi l'écart de prix, par exemple, entre ça, c'est secret. C'est secret, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que... Il y a une différence. Il y a une différence que vous y retrouvez, parce qu'en fait, vous avez votre travail qui est visible dans l'assiette du client, et qu'on a un direct entre le restaurateur et l'agriculteur. Voilà. Tout à fait, c'est ça. C'est ça qui nous intéressait. Et en 89, quand Yves commence avec vous, parce que moi j'ai commencé avec lui en 89, donc il avait 4-5 restaurants. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. Et toi, tu y croyais ou pas, ou quand il a commencé? Honnêtement, on a eu peur. Ouais. On a eu peur. On s'est dit, oula, on a joué le jeu avec lui, quoi. Ouais. Quand financièrement ça passait pas, et ben on faisait des délais de paiement. Ouais, parce qu'il a démarré... il a démarré petit, quoi, mais il y croyait. Et la preuve que quand on croit à quelque chose, ça marche. Hein. Et la base de l'alimentation, elles ont 2,4 kg, 2,5 kg de foin de luzerne tous les jours, produits sur l'exploitation. Ouais. Alors l'intérêt de la luzerne, c'est que c'est une plante très écologique. On ne met pas d'engrais. À la sortie, le client qui mange le chèvre que fabrique Yves, il va sentir une différence au niveau du goût, etc. C'est pour ça que le chèvre, voilà. Le goût et puis même la qualité du lait. Alors pourquoi il n'y a pas plus de restaurateurs qui viennent de chercher du... Parce que pour moi, c'est le problème de l'industrialisation. Et puis je pense que malgré tout, il n'y a pas que des restaurateurs qui veulent faire bien. Il y a des restaurateurs qui voient d'abord le produit et la facilité. Je pense aussi. Si tu veux, ça arrange tout le monde, je pense, quelque part, malgré tout. Les gens qui veulent faire l'effort, ils ne sont pas si courants que ça, à mon avis. Qui veulent faire l'effort d'aller chercher les produits de qualité et de travailler des produits de qualité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je crois que je comprends bien. Malheureusement, en fait, il faut être deux pour que ça marche. Ouais, il faut être deux, c'est clair. Et moi, j'aime bien vendre en direct comme ça, hein, ça me plaît bien. Hein. Ouais. Ah ouais, nous, on le fait aussi pour les chevrons. De la fourche à la fourchette. Nos dirigeants de syndicats sont aussi dirigeants des COP. Ouais. Et les COP, c'est l'industrie agroalimentaire aussi, indirectement. On nous donne des primes, tout ça, mais moi je préfère vendre mon produit à un juste prix. Ouais. Et puis je serai plus reconnu. Le système des primes, c'est pervers à plus ou moins long terme. Et puis, quelque part, on n'incite pas les gens à faire de la qualité, parce que la qualité, tu sais, avec les primes, à la limite, même si tu fais de la moins bonne qualité, ça n'emmerde personne, quoi, quelque part. En l'espace de 20 ans, moi ça fait 20 ans que je travaille avec Yves, en l'espace de 20 ans, il a démultiplié, il payait de 5 restaurants à 600 restaurants. Oui, je sais, ouais. Donc il a multiplié par 100 son business. Tout à fait. Donc c'est énorme, donc ça veut dire que ça marche. Nous, si on travaillait qu'avec l'industrie, on survivrait. Et ils nous font toujours survivre, en fait, quand on fait le bilan. Juste ce qu'il faut, c'est pas ceux qui travaillent qui ont la marge dans cette histoire. Ouais. Quand tu fais le bilan. C'est les transformateurs et les supermarchés, malheureusement.
Et surtout les actionnaires, finalement, à terme. À plus ou moins au long terme, c'est exactement ça. C'est le capital qui rapporte, mais c'est pas le travail. Salut Hugo. C'est le café? Ouais. Tu vas bien? Salut Yves. Tu vas bien? Comme les laiteries ont fait pression en mettant des normes de plus en plus dures sur les producteurs, il y a ce côté pression des gros, et il y a aussi le conformisme ambiant, le conformisme français qui fait qu'on aime bien tout ce qui est gros, et les politiques c'est pareil, vont toujours défendre des gros projets et jamais défendre des petits projets. Il serait grand temps que politiquement les gens prennent conscience de ça, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est quelque part, les PME ou les gens qui veulent faire des produits artisanaux, qui veulent reprendre des trucs de la terre, peuvent, eux, donner un exemple et tirer les autres. Et donc, du coup, l'industrie est obligée de se mettre un peu au pas et de changer ses habitudes, parce que sinon, elle va vers le plus facile. L'industrie a été obligée de nous suivre par rapport à ça. Et ils arrivent maintenant à faire des fromages quand même de meilleure qualité que pendant un moment où c'était vraiment, vraiment très mauvais. Tu vois, ils s'emmerdaient pas du tout. Mon grand-père avait une ferme avec le cheval, tout ça. Et puis en l'espace de 10 ans, on est passé, alors les mecs ils ont eu des petits tracteurs, puis des tracteurs vachement plus gros d'un seul coup. Les fermes qui étaient de 10 hectares sont devenues de 30-40 hectares. Les mecs ils ont arraché les haies. Entre les années 60 et les années 70-75, l'agriculture a complètement changé, les comportements ont complètement changé. Les syndicats agricoles, eux, par exemple, ils ont toujours défendu le système productiviste où tu fallait produire de plus en plus, quitte à laisser faire de plus en plus de choses aux autres, toi en gros. Donc après, le monde paysan, il s'est complètement déchargé de tout ça, et puis c'est plus facile de donner la responsabilité à d'autres structures, et puis après, ils n'avaient plus aucun pouvoir, ça s'est retourné contre eux parce qu'ils étaient devenus dépendants de ce système-là. Enfin, notre génération, nous, on a un peu remis les pendules à l'heure. Quand on fait la même démarche que moi j'ai fait, franchement, c'était parce qu'il y avait des idées. S'il n'y avait pas eu des idées, ça aurait été invivable. Toi, c'est parce que j'ai bossé énormément, certainement comme toi pendant un moment, toi, mais si tu n'es pas porté par des idées, tu peux pas. Il faut que vous portiez ces idées-là, à la limite. Toi, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ça, parce que ça peut se faire que pour défendre des idées. Pour que l'État donne des directions, parce que c'est ça, redire la politique, c'est donner un sens, donner des directions. Il faut aussi que les citoyens ils prennent conscience de ce que c'est que la politique. Et êtes-vous sûr que c'est une question? Parce que, dire que face à cet échec, qu'allez-vous faire? Bon. Quel bilan tirer de cette réforme contestée? Syndicats de salariés et organisations patronales de la restauration traditionnelle se sont finalement mis d'accord. Les syndicats de salariés, ne voulant pas s'inscrire dans le plan de communication gouvernemental, ont décidé symboliquement de signer le protocole de ces accords chez Xavier de Namur le 15 décembre 2009. Une sorte de pied de nez à un gouvernement et à des organisations patronales incapables de maîtriser les conséquences de leurs actes. La restauration rapide mettra 2 ans de plus pour se décider à signer un accord à minima avec ses salariés. Les prix, pour le consommateur, n'ont pas baissé, quand ils n'ont pas augmenté. Aucune réflexion de fond sur la qualité de la nourriture proposée par la restauration, ni sur son contrôle, n'a été engagée. Cette réforme se résume donc à une légère augmentation de salaire en contrepartie d'un artifice financier soulageant la trésorerie d'entreprises privées. Artifice payé en fait par l'ensemble de la population, puisque cela se fait au détriment des comptes publics. Alors oui, Jacques Borel a raison, l'économie n'est pas logique, elle est politique, et c'est à nous, citoyens, d'en reprendre le contrôle. C'est un collectif, c'est ouvert. Le club, c'est fermé. On est heureux, c'est la symbolique du dialogue, du vrai dialogue social. On est heureux. C'est l'activité qui crée l'emploi, et l'activité, pour la créer, il faut créer une dynamique. Il faut créer une dynamique, et une dynamique, c'est une envie des gens. Une envie des gens de retourner au restaurant, une envie de consommer. Donc c'est ça, c'est la confiance. Mais quand vous n'avez pas la confiance, pourquoi les restaurateurs et tout ça, ils créeraient des emplois et ça redémarrerait? Il faut, alors même si c'est un secteur qui est lié au reste du secteur d'économie, mais quand même, c'est d'abord de redonner cette confiance. Et c'est ça qu'on doit faire avant tout dans la restauration, c'est de redonner la confiance dans l'assiette. Et comme les politiques doivent redonner la confiance dans les politiques, dans la République. Parce que finalement, quand on voit l'abstention aux dernières régionales, c'est qu'effectivement, il y a un problème de confiance. On ne va pas au restaurant comme on ne va pas voter.
Un jour, la croissance viendra. Un jour, mon patron me dira: allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui, je vous licencie. Merci aux pros de la langue de bois. Merci au rat d'un millionnaire. Donnez des pièces jaunes à Carla pour qu'elle nous sorte de la galère. Merci aux banques sans foi ni loi. Le pouvoir d'achat ne me connaît pas. La seule bourse, ça c'est bien pour moi. C'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour toute l'hypocrisie, un grand merci à Sarkozy. Grâce à vous tous on se dit: bon Dieu, dans quel monde on vit. On danse sur le monde en morceaux et la valse commence toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceaux. Après tout, quelle importance, pour nous c'est pas nouveau. La vie est pleine de surprises, surtout pour ceux qui connaissent la crise. Je lève mon verre à votre santé, avant qu'on se fasse tous sauter. Moi dans la vie je m'en fais pas, je bouffe des pâtes à tous les repas. Embrassez pour moi la famille, pendant que mes frères crient à la famine. Merci Monsanto pour tous tes beaux OGM. Merci à Quick et McDo pour nous vendre la bouffe qu'on aime. La course à la consommation produit des cons sans sommation. Et vous qui trouvez tout horrible, moi je dis qu'ensemble tout est possible.